Dimanche 20 mai de l'an 2018. Bonjour à tous, bienvenue sur l'invité. Nous avons le plaisir de recevoir pour vous aujourd'hui Maître Jacques Migan. Bonjour. Bonjour Madame Dimon. Vous êtes ancien bâtonnier, vous êtes le président du Front des Républicains pour le Développement. Nous sommes très heureux de vous recevoir sur notre plateau ce dimanche de la Pentecôte. La Pentecôte qui commémore la descente du Saint-Esprit sur les apôtres. Et pour conduire l'entretien avec moi, Kader Achirou, bonjour. Bonjour Nadia Divon, bonjour Maître Jacques Migan. Bonjour vous êtes également le directeur du Centre international en Afrique de formation des avocats francophones CIFAF. Ce centre est doté de la personnalité morale et est enregistré au Bénin, créé au Mali depuis le 14 mars de l'an 2000. Vous assurez la direction depuis septembre 2011. Alors, pouvez-vous nous dire comment se porte ce centre aujourd'hui et quelles sont les formations dont vous disposez? Mais vous savez, le Centre international de formation des avocats francophones est un centre qui a été créé par des barreaux francophones. Ils étaient au départ les barreaux de l'UEMOA, de 7 pays que compose l'UEMOA. Puis aujourd'hui, c'est un centre qui regroupe 18 pays. J'entends par là tous les pays du Grand Lac, le barreau du Burundi, le barreau du Rwanda, les barreaux de l'Afrique centrale, c'est-à-dire le Cameroun, le Tchad, le Gabon, la RDC, le Congo-Brazzaville. Et nous avons tous les pays francophones de l'Afrique de l'Ouest, le Sénégal, le Mali, le Niger, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Togo. Je crois que je n'en oublie point. Et vous avez les pays du Maghreb. J'entends pas pays du Maghreb, l'Algérie, la Tunisie et le Maroc. Donc nous avons 2 formations réservées aux jeunes et puis à tout le monde. Aux jeunes, c'est ce que nous appelons la formation initiale qui se déroule à Cotonou au Bénin pendant 1 mois. Donc lorsque vous avez fini votre stage, lorsque vous allez être inscrit au grand tableau, vous devez passer par le Centre international en Afrique de formation, dont le siège, vous l'aviez bien dit, est à Cotonou, pour suivre une formation sur la déontologie, sur le droit pratique et le droit processuel. Et pour ce faire, nous faisons appel à des avocats qui viennent de partout, aux magistrats. Nous faisons appel aux universitaires, aux journalistes et les experts qui peuvent apporter, partager, je dirais, leur savoir, le savoir-faire avec ces avocats qui viennent de ces pays. Et nous avons la deuxième phase qu'on appelle la formation délocalisée continue, qui peut se faire quel que soit le pays d'Afrique, bien entendu, mais depuis quelque temps, nous sortons de l'Afrique. C'est ainsi que nous étions à Haïti au mois de décembre dernier pour organiser une formation délocalisée. Mais la formation délocalisée, à la différence de la formation initiale, elle dure, si vous préférez, 2, 3, 4 jours, alors que la formation initiale dure 1 mois. Et cette formation, quelle qu'elle soit délocalisée, continue, ou initiale, c'est des formations qui sont gratuites. Donc, n'importe qui, en tant qu'avocat, sous-entendu, bien entendu, peut assister à ces formations. Et la prochaine formation aura lieu délocalisée à Lausanne, en Suisse, le 3 et le 4 décembre 2018 prochain. Donc, en gros, voilà ce que je peux vous dire sur le CIFAF. Et on peut le dire, hein, CIFAF se porte très bien. Mais écoutez, depuis sa création en 2000, comme vous l'avez rappelé, le centre se porte bien puisque nous partageons, comme je l'ai dit, à travers les formateurs, notre savoir, notre expérience avec nos confrères, quels qu'ils soient, jeunes ou pas jeunes. Et je crois que, comme vous le savez, c'est comme vous, journalistes, vous avez besoin aussi de formation. Il ne faut pas rester sur les acquis. Parce qu'une fois resté sur les acquis, vous ne progressez pas. Alors que le monde bouge, la société bouge, les lois bougent. La jurisprudence est là pour nous rappeler que l'avocat doit demeurer tout le temps en mouvement, c'est-à-dire continuer à se former. Continuer à se former, d'où le centre qui est apprécié par un grand nombre. Et nous avons, comme je l'ai dit, des formateurs qui viennent de partout, du Canada, de l'Europe, de l'Afrique, ainsi de suite. Donc, le centre se porte très bien. On va parler à présent du Front des Républicains pour le Développement FRD, dont vous êtes le président. Alors, dites-nous, au niveau du Front, comment vous avez apprécié donc l'opération, le déroulement de l'opération par rapport au RAVIP? Vous savez, c'est une très bonne chose, puisque je crois qu'il faudrait applaudir le RAVIP. Et le Front, en son temps, avait mené une très bonne campagne pour que nos compatriotes sortent massivement parce que c'est un outil que je dirais innovateur. Vous avez à travers le RAVIP plusieurs missions
ce n'est pas seulement la carte d'identité, elle servira à beaucoup de choses pour le citoyen, quel qu'il soit, et même pour les étrangers. Parce que quand vous allez en Europe, par exemple, je prends mon cas, j'ai eu à travailler en Europe, plus précisément en France, j'ai un numéro qui me suit depuis. Et ce numéro que vous allez avoir à travers le RAVIP vous suivra jusqu'à votre mort. Je crois que c'est nouveau. Et c'est là où j'apprécie l'idée de responsables aujourd'hui, j'entends par là du politique ou des politiques du gouvernement, je vais même dire, qui ont pensé au RAVIP, et le RAVIP ne recense pas, n'enregistre pas uniquement ceux qui sont adultes, mais c'est tout le monde, même le bébé qui vient de naître, est tenu d'être également fait l'objet, je dirais, d'enregistrement. Il doit être enregistré, puisqu'il va grandir, il va naître, il va évoluer, et puis un jour vous partirez. Et le jour où vous partez, le numéro disparaît. On ne le donnera point à quelqu'un d'autre. Donc c'est un outil formidable que chacun de nous aura. Et qu'on l'on soit béninois, que l'on soit étranger. Et vous avez vu les estimations, puisque le rapport a été déposé cette semaine, et on attendait 100%, on est allé au-delà de 100%, ils ont fait 103%. Je crois que ça dénote en quelque sorte le civisme de mes compatriotes. C'est-à-dire, et des étrangers, ils ont compris l'enjeu, et tout le monde, beaucoup sont sortis. Et c'est là où j'applaudis cet enregistrement qui a été fait au profit des uns et des autres. Alors, dans la ville capitale, cet enregistrement s'est-il bien déroulé? Et ça s'est très bien déroulé. Il vous souviendra, lorsqu'il avait été question de l'épi en son temps, on faisait croire aux gens, ne sortez pas parce que patata, patati. Non, tout le monde est sorti. Et tout le monde est sorti, beaucoup de gens sont sortis, je dirais. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le Front des Républicains pour le développement de la capitale, dont je suis le président, nous avions beaucoup fait. Nous avions expliqué aux gens dans toutes les langues, et en Tori, et en Seto, et en Nago, en Yoruba, en Goum, dans toutes les langues qu'on peut parler, je dirais, dans la capitale, puisqu'il vous souviendra que Porto Novo n'est pas seulement une ville ordinaire, c'est la capitale. Et quand on dit la capitale, vous avez et les natifs et les non-natifs. Donc tout le monde parle des langues. Donc le RAVIP, nous avions mené une campagne digne de ce nom au niveau du Front des Républicains pour que les gens sortent. Et ils sont sortis, et je remercie réellement pas seulement les habitants de Porto-Novo, nous sommes allés au-delà de Porto-Novo, je dirais de l'Ouémé, parce que les gens sont sortis massivement. Quel est ce week-end que nous n'avions pas, où nous n'avions pas parcouru les différentes capitales de l'Ouémé, les 9. Nous avions été à Djohou, nous avions été à Bonou, nous avions été à Misrete, à Guégué, nous avions été à Diara, nous avions été partout, à Sémé, pour expliquer l'intérêt de sortir, l'intérêt de se faire enregistrer. Et je me réjouis aujourd'hui puisque les résultats sont là. Et je crois que ceux qui ne l'auraient pas fait, il y aura une autre possibilité pour qu'ils se rattrapent. Alors, Maître Jacques Mégan, rappelez-nous la vision du FRD. Vous savez, ça surprend beaucoup. Le FRD, pourquoi nous l'avions limité à Porto-Novo? C'est pour deux raisons. La première raison, nous avions constaté que depuis 1960, depuis l'indépendance, Porto-Novo n'a pas connu un essor, jusqu'à l'heure où je vous parle. Alors nous nous sommes dit, mais pourquoi Porto-Novo peut demeurer toujours une capitale, une ville qui avait connu un essor à un moment donné, qui puisse se retrouver brusquement dans cet état? Parcourez les villes, les rues sont délabrées. Parcourez, voyez les maisons de Porto-Novo. Même les anciennes maisons qui peuvent faire la gloire de Porto-Novo sont aujourd'hui délabrées. Alors que, dans le même temps, lorsque vous prenez le Porto-Novien natif, j'en entends, c'est lui qui va construire à Cotonou les belles maisons que vous voyez à la zone résidentielle ou au Cocotier ou à la Haie-Vive. Alors nous nous sommes dit, mais il faudrait que cela cesse. On ne peut pas bâtir une ville sans être ensemble. Il faudrait que nous nous regroupions, que l'on soit à gauche, que l'on soit à droite. Ce qui doit nous préoccuper, c'est Porto-Novo. Le développement de Porto-Novo n'a pas besoin d'opinion politique. C'est notre fétiche, Porto-Novo, et aux natifs et aux non-natifs, bref, je dirais à tous les Béninois. Donc c'est dans cette idée, c'est à partir de cet instant, nous nous sommes dit, il faudrait que nous mettions ensemble, au moins que ce qui peut ne pas nous diviser, qui est le développement de Porto-Novo, qu'on se mette ensemble. Et c'est là où nous avions créé le 23 juillet 2016
Porte-Novo et les gens me faisant confiance m'ont demandé de prendre la présidence de ce mouvement et je m'en réjouis, mais je ne me réjouis pas. Il faut travailler et c'est ce travail que nous avions commencé depuis 2016. Et notre premier résultat, je continue à le dire, en demandant au pouvoir qui est là de bien vouloir ramener dans Porte-Novo les attributs, les ministères. Mais nous l'avions eu avec le ministre Djogbenou et je rends grâce et je remercie le président Talon qui a accepté. Ce qui fait que le ministère de la Justice est délocalisé, se trouve désormais à Porte-Novo. Et vous l'avez à l'emplacement de dans l'ancien immeuble qui abritait la cellule de moralisation. Mais ce n'est pas suffisant, puisque je vous ai dit que c'est la capitale. Donc il faut qu'on ramène les autres ministères. Et en attendant, comme nous le disons, on ne peut pas avoir le ministère de l'enseignement primaire et puis à Porte-Novo et les autres ministères à Cotonou. Donc il faudrait également que le ministère de l'enseignement secondaire et même de l'enseignement supérieur puisse se rejoindre. Et nous voulons que toutes les institutions soient à Porte-Novo, j'entends par là la Cour constitutionnelle. Nous avons déjà la Cour suprême, nous avons la Haute Cour de justice. Il faudrait que tous les ministères et toutes les institutions qui font la gloire de la capitale puissent suivre. Et je me réjouis. Je me réjouis pourquoi? Parce que si vous parcourez aujourd'hui les rues de Porte-Novo, vous constaterez qu'il y a un bouleversement qui est en train de se faire à travers cette voie qui quitte Beau Rivage, cet hôtel, et qui traverse Misrété et qui va jusqu'à dans le plateau. Alors, c'est fait par quelqu'un qui s'y connaît, qui a déjà fait ses preuves à travers la réhabilitation du stade Charles de Gaulle, l'entreprise de M. Mathurin de Jacques, et qui sait faire, et qui sait comment cela se passe, et je me réjouis encore que ce soit un fils de Porte-Novo qui le fait. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que nous voudrions que tout ce qui est prévu par le gouvernement du président Talon en ce qui concerne la rocade, que l'on puisse démarrer. Tout ce qui concerne le bitumage des rues de Porte-Novo, ça va commencer bientôt, c'est dit, nous sommes preneurs et nous faisons tout, et même l'université thématique d'agriculture, et nous allons la réaliser. Et c'est en cela que je dis que la mairie de Porte-Novo va mettre à disposition du gouvernement l'espace qui servira à la construction de cette université thématique d'agriculture. Donc c'est pour vous dire qu'il y a une dynamique aujourd'hui dans Porte-Novo qui est accompagnée par tous les Porte-Noviens. Vous avez assisté comme moi l'événement qui a eu lieu le 28 avril dernier où tous les Porte-Noviens, comme un seul homme, se sont rassemblés devant l'esplanade de l'Assemblée nationale pour dire leur reconnaissance au pouvoir qui est là. Bon, j'ai entendu des choses où les gens ont dit le PRD a marché, le PRD a fait ceci. Ce qu'il faut retenir dans ce qui a été fait, c'est la reconnaissance des Porte-Novo. J'ai moi-même participé. J'ai invité tous les responsables d'associations, de mouvements politiques, de partis politiques pour que nous travaillions pour Porte-Novo. Que l'on n'aime pas le gouvernement du président Talon, ce qu'il faut retenir, c'est ce qui est en train de se faire aujourd'hui dans Porte-Novo à travers ce gouvernement que nous félicitons, que nous soutenons. Alors, beaucoup de choses sont en train d'être faites à Porte-Novo. Nous allons à la Cour constitutionnelle. Nous avons les membres de la nouvelle Cour qui sont en train d'être désignés. Et au nombre de ces membres dont les noms sont rendus publics, il y a un nom qui suscite beaucoup de polémiques et qui alimente l'opinion. Il s'agit de Joseph Djogbenou, qui a été désigné par l'Assemblée nationale. Alors, en tant que juriste, comment appréciez-vous? Il y a eu beaucoup de commentaires déplaisants et parfois plaisants. Je crois que ce qu'il faudrait retenir à travers la désignation du professeur de maître Joseph Djogbenou, c'est le peuple qui l'a désigné à travers les députés. C'est un choix du peuple, puisque ce n'est pas le gouvernement qui l'a désigné. J'ai été très surpris à travers cette polémique. Quand on dit désigné par l'Assemblée nationale, cela sous-entend désigné par le peuple du Bénin. Mais qui est Joseph Djogbenou? Il y a 4 points qui caractérisent cet homme, indépendamment de son côté d'homme professionnel. C'est un intellectuel honnête. Ça, je peux vous le garantir pour avoir côtoyé, pour avoir échangé, pour avoir discuté, pour avoir travaillé avec le ministre Djogbenou. Un homme très rigoureux. Et quand je vous dis rigoureux, rigoureux professionnellement. Et c'est en cela que je dis qu'il y a 4 points qui caractérisent l'homme et qui font que sa place à la Cour constitutionnelle, c'est un bonheur pour notre pays. Pourquoi? Voilà un avocat. Il fait partie des meilleurs d'entre nous. Il fait partie de ceux qui ont une rigueur intellectuelle. Quelqu'un qui a fait ses preuves et qui continue à faire ses preuves à travers ses réflexions, ses analyses juridiques. Donc, avocat. Deuxième chose, Djogbenou, c'est un professeur d'université, un agrégé de droit. Et pour être agrégé,
pour passer ce concours, il faudrait avoir certaines compétences, certains talents. Et il a démontré devant ses pairs. Et vous constaterez que chaque fois qu'il passe un examen, un concours, il en sort toujours major. Le concours d'agrégation, il est sorti major. Donc, deuxième point. Le troisième point, il a été député à l'Assemblée nationale. Mais député à quel niveau? C'est là où les uns et les autres doivent comprendre qu'il était le président de la commission des lois. Donc, il a mis au service de cette commission ses compétences intrinsèques et d'avocat et d'intellectuel, c'est-à-dire de professeur. Et enfin, il est ministre de la Justice. Donc voilà quelqu'un qui rassemble à lui seul 4 chapeaux, 4 caractéristiques, 4 attributs qui font de lui l'homme qu'il faut à la Cour constitutionnelle. Et si vous observez un tout petit peu la composition de cette Cour, mais c'est des gens de valeur, qui sont compétents. Et je m'en réjouis des choix qui ont été faits par les uns et les autres, que ce soit du côté de l'Assemblée, que ce soit du côté du gouvernement, c'est des choix judicieux, pesés. Vous avez 3 magistrats. Et parmi ces 3, c'est des compétences, qu'il soit Noati, qu'il soit Fassassi, qu'il soit... non, Zizouroui n'est pas magistrat. Abouda. Donc vous verrez que c'est des gens qui ont, lorsqu'ils étaient aux responsabilités, ont beaucoup apporté à ce pays, à la justice. Et Noati, c'est quelqu'un qui connaît la maison constitution, qui connaît la Cour constitutionnelle. C'est en cela que nous disons que c'est des choix réellement que moi, personnellement, j'apprécie. Et c'est des gens qui vont travailler dans l'intérêt supérieur de la nation. Et les décisions qui sortiront de cette Cour, je m'en réjouis déjà parce que je sais qu'elles feront l'objet d'analyses, de discussions. Et surtout lorsque vous êtes entre juristes, vous êtes entre hommes qui maîtrisent la chose publique, c'est des choses intéressantes qui sortent. Et vous avez Madame Zizouroui, née des Dravaux. On connaît ses mérites. Elle est commissaire-priseur, elle est professeure. Et elle a déjà été à maintes reprises au poste de responsabilité. Donc vous avez dans cette Cour, dans la composition de cette Cour, vous avez des compétences avérées. Et pour revenir à Joseph Diogbenou, comme je le dis, personnellement, je m'en réjouis. Et je me réjouis du choix qui a été fait par les députés. Il aurait pu être, comment vous appelez, désigné par le gouvernement. Mais non, c'est le peuple qui l'a choisi, comme je le dis, à travers le Parlement. Et ce qu'il faudrait retenir, j'ai entendu aussi cette polémique qui consiste à dire, mais comment peut-il avoir servi, il le sait encore, le chef de l'État, le président Talon, et puis sortir de là pour aller à la Cour constitutionnelle. Mais nous avons une mémoire très courte. Il vous souviendra, en son temps, Madame Ouensou Concepcia était dans le gouvernement du feu, le général Mathieu Kérékou, lorsqu'on l'a envoyé à la Cour constitutionnelle. Ce n'est pas nouveau. Il faudrait que nous cessions ces polémiques. Je préfère ce choix parce que c'est des choix d'hommes et de femmes qui dignes, compétents et en même temps qui serviront la nation. Alors, Maître Jacques Mégan, à l'entrée de la ville capitale, la ville que vous aimez beaucoup, la ville Porto Novo, il y a un grand éléphant blanc, on parle de construction du siège de l'Assemblée nationale. Comment avez-vous apprécié tous les débats qui ont eu lieu par rapport à cette Vous savez, je l'ai déjà dit sur d'autres chaînes, que c'est un deuil national. Deuil national en ce sens que la maison dont s'agit, c'est la maison du peuple. C'est notre maison. Et vous savez, quand quelqu'un meurt quelque part, c'est un deuil. Et je me suis dit, mais comment a pu-t-on faire cela? Il vous souviendra, et quand on devrait lancer les travaux, si ma mémoire est bonne, ce devrait être un 11 novembre 2008 ou 2009, je ne sais plus l'année, mais c'est un 11 novembre puisque ça correspondait au jour férié chez les Français, 11 novembre. Et déjà à ce niveau, à ce moment-là, j'étais à Porto Novo, puisque le président Boniaï m'avait convié. Il m'avait convié, il me faisait comprendre. Il était à Parakou quand j'ai reçu son appel par rapport à la date qui devrait être retenue pour le lancement. Et il disait, chaque fois qu'on programme, ça ne prend pas. Ça a toujours été, il y a toujours quelque chose qui cloche. Mais ce n'est pas là le problème. J'entendais dire, le jour même du lancement, où les gens se disaient entre eux, quelle sera ma part de marché? Qu'est-ce que moi je vais prendre? Qu'est-ce que je vais faire? Alors, je me dis, mais de quoi parle-t-il? On parle de construction de la maison du peuple, c'est-à-dire l'Assemblée nationale,
Et déjà, les gens veulent déjà partager le gâteau. Première malédiction. J'aurais pu dire que la date qui se reportait pour des raisons de pluie, puisque ça a eu lieu le lancement au mois de novembre, nous étions en saison de pluie. On disait c'est la question de pluie, c'est ceci, c'est cela. Mais que l'on commence déjà par penser à ce qui peut revenir à soi, je me dis, mais où allons-nous? Si nous devons prendre les marchés alors qu'ils ne sont même pas compétents pour prendre ces gâteaux, ces portions de gâteaux dont il parlait. Donc nous avons ce premier point. Et puis le deuxième point, comme vous l'aviez constaté vous-même, on va construire une maison à cet endroit-là, au bord de l'eau. Oui, ce qui suppose certaines conditionnalités. Parce qu'on ne bâtit pas au bord de l'eau ou dans l'eau, puisque c'est dans l'eau. On aurait pu dire au pied de l'eau, je dis que c'est dans l'eau. Et voilà, nous en sommes là aujourd'hui. J'ai écouté avec beaucoup d'attention la décision qui a été prise par le Conseil des ministres du mercredi dernier, mais avant la décision du Conseil des ministres, les députés se sont prononcés. Et toutes tendances confondues, ils ont déploré ce qui a été fait par rapport à cette maison. Mais ce que moi je dis, et tout en appréciant la décision du Conseil des ministres, c'est que tous ceux qui, de près ou de loin, seraient impliqués, qu'on les sanctionne avec la plus grande sévérité, la plus grande rigueur. J'ai même demandé ailleurs que ceux-là soient ce qu'on appelle, qu'on affiche leur nom, et qu'on les placate dans les 77 communes de notre pays. Et les traumatisés à vie. Mais vous vous imaginez ce qu'ils ont fait? Ils ont une famille. C'est-à-dire qu'ils ont détruit la maison du peuple, notre maison. Ils l'ont fait en toute connaissance de cause. Donc qu'on placade leur nom et qu'on placade les noms, surtout des députés qui l'auraient fait dans les écoles, pour que les gens sachent que c'est eux qui ont fait. S'il se confirme qu'il y a des députés parmi eux, puisque c'est leur maison, c'est-à-dire qu'on trouve les moyens, comme à un moment donné, il avait été placardé, ne touche pas à ma constitution du temps du général Kérékou, lorsqu'il avait été question de la révision de la constitution. C'est ce qui nous amène à dire, il faut le faire du côté du civil, et du côté de la justice, le plus rapidement possible, puisque le Conseil des ministres a déjà décidé que ce dossier soit élucidé. Absolument, qu'on les poursuites puissent envoyer. Donc nous voulons que les choses se fassent correctement. Donc si les choses doivent se faire correctement, tout dépend de nous-mêmes. Et c'est en cela que je dis, pas de complaisance dans cette affaire. Qu'on décourage à jamais cette corruption, qu'on décourage à jamais ceux qui auraient fait cela. Qu'on les décourage, je dis bien à jamais. Et personnellement, je suis pour que, quelles que soient les personnes qui seraient impliquées, liées, même à supposer que je sois moi-même concerné, que l'on me frappe. Je le dis parce que c'est un domaine très important. Et pourquoi je le dis? Et c'est parce que si nous ne le faisons pas, c'est comme si nous laissons l'impunité continuer. Et je vais même plus loin pour demander, s'il se confirme que des députés seraient mêlés à cette histoire, que ces députés commencent déjà par ce que nous appelons pas démissionner. Ils commencent pas à démissionner. Ils commencent pas à démissionner. Alors, parlons du Parlement. Comment appréciez-vous alors les rapports entre le Parlement béninois et l'exécutif béninois? Mais vous savez, quand vous êtes au pouvoir, je parle de l'exécutif, quelle est la préoccupation de l'exécutif? C'est d'avoir une majorité à l'Assemblée nationale. Il n'y a rien de nouveau. Et moi, je me réjouis pour ce gouvernement qu'il ait cette majorité à l'Assemblée nationale pour faire ces réformes que nous attendons. Et c'est une très bonne chose. Je n'en vois pas. Du moment où l'opposition accomplit sa mission d'opposition, donc il revient aux gens de la mouvance de faire aussi leur travail. Donc c'est de bonne guerre. Ce n'est pas nouveau, ça a été toujours comme ça. Vous avez gagné les élections présidentielles, vous avez la majorité à l'Assemblée nationale. Ça permet le bon fonctionnement de la démocratie. Mais ce n'est pas parce que vous avez une majorité à l'Assemblée nationale que les députés de l'Assemblée vont croiser les bras et puis dire, bon, le gouvernement a envoyé, donc non, ils accompagnent le gouvernement et vous le vivez à travers les conseils, les questions à l'Assemblée.
Donc, c'est des questions pertinentes qui sont posées par les députés, qu'ils soient de l'opposition, qu'ils soient de la mouvance. Et le gouvernement en prend acte. Et le gouvernement fonctionne avec. Donc, ils ne sont pas là comme des députés godillots, ceux de la mouvance. Ils sont là aussi pour des critiques constructives. Et c'est ce qui me plaît dedans. Et quand je les entends, c'est nouveau. Ils sortent, ils disent ce qu'il en est. Et surtout à travers cette immunité, lorsque le problème s'est posé, est-ce qu'il faut aller à la levée d'immunité en ce qui concerne certains députés qui seraient impliqués dans certaines affaires? Ils ont fait une conférence, à travers une conférence de presse, ils se sont exprimés, ils ont dit ce qu'il y a lieu de faire. Il faudrait réellement aller à la levée d'immunité. La levée d'immunité, mais c'est pour qui? C'est pour permettre à ce député de laver son honneur s'il se confirme qu'il est indécent. On les appelle des honorables. Et pourquoi ne voudriez-vous pas que cette immunité soit levée? Moi, je serais député, on m'interpellerait dans un dossier, je n'attendrai pas que la levée d'immunité soit demandée. J'irai moi-même proposer. Et c'est ce que je leur demande de faire, qu'ils n'attendent pas. Puisque j'entends certains dire, parmi ceux dont on réclame la levée d'immunité, dire je n'ai rien à me reprocher. Mais sinon, rien à se reprocher. Pourquoi attendent-ils la justice est compliquée au Bénin, maître. Vous savez, et puis les mots juridiques, ça a des sens finalement qu'on ne comprend pas à un moment donné lorsqu'on n'est pas praticien du droit. Alors, comment appréciez-vous les réformes du président? On le sait depuis 2 ans déjà, on assiste à un bouleversement total des habitudes. Comment vous appréciez les réformes de Talon? Écoutez, quand vous avez... on dit dans ma langue que quand un ennemi porte un bel habit, il faut l'apprécier. Ce qui j'entends par ennemi dans ce cas, quand l'opposition même apprécie ce qui est en train de se faire, puis j'ai entendu certains opposants la dernière fois dire « Ah, c'est pas mal ce qui est en train de se faire ». Déjà, ça fait 1. Donc, ça veut dire que même l'opposition apprécie les réformes du président Patrice Talon. Et l'opposition regrette certaines choses aujourd'hui. Je prends l'exemple de la révision de la Constitution. Ils ont fait sur un coup de tête. Ils ne savent même pas ce qu'ils faisaient. Les 22 qui avaient dit non en son temps. Alors que le bouleversement que le président Talon voulait faire, c'est dans l'intérêt supérieur. Cette réforme, c'était dans l'intérêt supérieur de la nation. Et je m'en réjouis aujourd'hui parce qu'ils l'ont fait sur un coup de tête. Il faut le bloquer. Okay? Ils l'ont bloqué. Vous avez vu ce qui se passe? 1. Au niveau de la Cour constitutionnelle, il était dit les conditions qui devraient conduire à cette réforme, c'est-à-dire pour que la Cour ne soit plus, où les gens ne seraient plus nommés comme cela vient de se faire. Vous serez nommés dans des conditions qui permettraient à la Cour d'être réellement indépendante. C'est-à-dire magistrats, avocats, un certain nombre de gens, pas vos pairs, pas les membres du gouvernement. Le gouvernement aura nommé une seule personne dans le projet de révision. Il en sera de même de l'Assemblée nationale. Mais le statu quo, ils ont refusé. On est revenu à l'ancien système. En ce qui concerne la Cour suprême, il avait été dit que les magistrats, c'est eux qui nommeraient le président de la Cour suprême. Ils ont dit non. Les 12 qui ont refusé qu'on voit le projet de test. En ce qui concerne le Conseil supérieur de la magistrature, ils ont dit non. Donc on reste au statu quo. En ce qui concerne la nomination, je dirais, de ceux qui vous gouvernent, c'est-à-dire la HAC, mais on reste au statu quo. C'est-à-dire qu'ils ont réfléchi sans lire. Ils n'ont même pas lu le test, le projet de la révision. Bref, c'est pour vous dire quoi en ce qui concerne ces révisions. Mais au-delà de cela, regardez ce qui se passe dans le pays aujourd'hui. Moi, j'apprécie. Prenez le port aujourd'hui. On nous dit qu'on est parti chercher des étrangers pour gérer le port. Mais je me demande, mais que voulons-nous? Depuis 1960, où le pays est indépendant, où le port existe, qui a toujours géré le port? C'est les Béninois. Pour quel résultat? 0. Mais aujourd'hui, on est parti chercher des gens qui savent le faire. En Belgique, en Vert. Mais en fonction, on n'a pas fait ça sur un coup de tête. C'est la loi qui le demande. C'est la loi sur la dénationalisation de 1992, si mes souvenirs sont bons, de décembre 1992, qui dit que la gestion peut être confiée. Ce n'est pas qu'on a sorti le port du patrimoine de l'État, non. On est parti chercher des gens qui savent le faire. Et ils vont le faire pour combien de temps? Pendant 2 ans. Pendant 2 ans ou 3 ans, si mes souvenirs sont bons. Et pendant ce temps, ils vont former les Béninois pour une bonne gestion du port. On est parti chercher des gens qui savent le faire et qui font partie des 2 ou 3 meilleurs
gestionnaire de ports sur le plan international. Mais nous verrons. Et nous allons reprendre notre port. Prenez la réforme sur l'eau. Pour une fois, on a pensé à ce qui est vital. Je dis bien vital. Vous imaginez, à 8 km de Porte-Novo, chez ma mère à Tchoupa, dans la commune d'Avrancourt, allez là-bas, vous n'aurez pas de l'eau potable. Vous aurez de l'eau jaunâtre. Mais nous aurons dans toutes les 77 communes d'ici 2021 de l'eau pour tous. Mais en attendant, allez dans les collines, à Dassa, allez à Savalou. Le gouvernement est en train de prendre les taureaux par les cornes pour que nous puissions avoir de l'eau. Vous imaginez, les forages, les adjudications d'eau villageoise, depuis la révolution, depuis l'indépendance en 1960, jusqu'à ce jour, nous en avions eu combien d'adjudications? Nous avions eu, si mes souvenirs sont bons, 166. Je dis bien 166 adjudications d'eau villageoise. Mais de 2018 à 2019, à travers cette réforme, à travers ce qui se passe, le gouvernement du président Talon va faire le tiers de ce que nous avions mis 58 ans à faire. Vous voyez ce que ça représente? 2 ans pour faire le tiers de ce qui a été fait pendant 58 ans. C'est assez impressionnant. C'est très impressionnant, ce n'est pas impressionnant. Et en ce qui concerne cette réforme qui est importante, les fonds sont déjà mobilisés. Les fonds sont déjà mobilisés. Et vous avez suivi avec moi l'actualité de cette semaine où on est venu féliciter le gouvernement du Bénin pour avoir mobilisé les 300 millions de dollars pour ce faire. Et quand il a été question de Savalou, et où le problème d'eau se pose, mais le président Talon a pris les talons par les cornes pour que... Les taureaux par les cornes. Les taureaux par les cornes pour que l'eau soit disponible dans cette ville de Savalou. Les collines, j'ai vu un reportage sur un reportage dans un village des collines où vous ne pouvez pas boire, il n'y a pas d'eau, c'est la boue, c'est fini. Et c'est là où je dis, en ce qui concerne les réformes qui sont en cours, pour prendre le cas de Sémé, en ce qui concerne la cité du savoir, la cité du savoir. Est-ce que les Béninois savent ce que c'est? L'éducation, est-ce qu'ils savent ce que c'est l'éducation? C'est la richesse. Vous pouvez être l'enfant de pauvres, mais grâce à l'instruction, vous pouvez devenir riche. Ce que nous avions connu. Moi, je l'ai connu. Ma mère ne savait ni lire ni écrire. Mais grâce à l'instruction, j'ai pu être ce que je suis aujourd'hui. Je suis avocat. J'ai été enseignant jusqu'à ma retraite en 2010. Alors, voilà un gouvernement qui veut permettre à tous les enfants, qu'ils soient de pauvres ou de riches, accéder à l'instruction. Au-delà de cela, prenons le cas des cantines qui se mettent à disposition. Et je viendrai par rapport aux cantines. On permet aujourd'hui aux enfants de pouvoir se nourrir. Parce que comment voudriez-vous que les enfants de parents pauvres, qui ne savent même pas comment faire pour que les enfants parcourent déjà 8 km, pour certains 10 km, pour aller à l'école. Vous les voyez retourner à la maison, c'est pour boire de l'eau et repartir, parce qu'il n'y a pas de nourriture. Le président Talon a décidé désormais que dans les cantines des établissements, l'enfant puisse manger gracieusement, gratuitement. Je crois que c'est une bonne chose qu'il faudrait saluer, qu'il faudrait apprécier. Et malheureusement, je dis que dans le même temps où on met ces aliments à la disposition des enfants, il se trouve des enseignants encore pour les détourner. C'est là où je me demande... Ils ont peut-être fait aussi les enseignants. Pardon? Ils ont peut-être aussi fait, les enseignants dans un pays en pleine rupture. Mais qu'ils aient fait, je comprendrais. Mais c'est qu'ils vont vendre ces aliments. Ce n'est même pas pour les manger, c'est pour les revendre, ce qui est réservé aux gens qui sont dans la misère. Non, je ne sais pas. Et je me réjouis de la décision qui a été prise pour les sanctionner avec la plus grande rigueur. Et c'est là où je dis mon pays est sur emprunte une voie aujourd'hui que j'apprécie et qui permet à la corruption et à l'impunité de connaître un frein. Et si ça peut continuer, je crois que c'est un exemple qui serait formidable, la lutte contre la corruption, la lutte contre l'impunité. J'ai suivi tout récemment, comment vous appelez ça, des interviews, pas une radio, j'étais plutôt pas une télévision, où des étudiants s'exprimaient sur ce que le gouvernement fait aujourd'hui pour lutter contre la corruption, pour lutter contre l'impunité. Croyez-moi,
quand j'entends les jeunes parler, je dis merci. Ils ont compris l'enjeu. Parce qu'ils ont dit ce que fait le gouvernement du président Talon en luttant contre l'impunité à travers les résultats concrets, en envoyant les gens directement devant la justice, en frappant, en sanctionnant, que vous soyez enseignant, que vous soyez policier, qu'ils apprécient. Mais c'est pourquoi ils apprécient. Parce que quand on lutte contre la corruption, quand on lutte contre l'impunité, vous imaginez ce que nous gagnons comme argent. L'argent qui était détourné restera, et cet argent restera dans la caisse et servira à construire des écoles, à donner des bourses aux enfants, à payer ces aliments dont je parlais, les cantines, à leur permettre d'avoir des écoles, à embaucher des enseignants, à permettre aux hôpitaux d'être dotés de plateaux. Donc c'est tout ça qui amène le gouvernement à ne pas lâcher. Et nous demandons au gouvernement de ne pas lâcher. Et nous le soutenons dans cette lutte implacable contre l'impunité, contre la corruption. Et dans le même temps, j'ai apprécié ce qui s'est passé le mardi dernier. Vous l'avez suivi comme moi. Ce policier qu'un Indo-Pakistanais a voulu corrompre en lui remettant 5 000 francs pour qu'il laisse sa voiture, et je dis sa voiture, la moto que son cousin aurait conduit sans casque. Mais le policier a eu le réflexe qu'il faut. C'est-à-dire, il a arrêté cet Indo-Pakistanais, il a conduit. Bref, c'est pour vous dire qu'il a été condamné par le juge des flagrants délits. Il a été condamné. C'est pour vous dire que dans le même temps où on frappe ce qui s'adonne à ce jeu de détournement, qui rentre dans la corruption, dans le même temps, vous avez certains qui méritent, ce policier, ce que je souhaiterais, c'est qu'on le décore. Qu'il soit décoré. Ah, qu'il soit décoré. Et qu'il soit un exemple. Et qu'on le cite. Il faudrait que vous, hommes et femmes des médias, il faut reprendre ça. C'est un exemple. Je dis, en tout cas moi, pour ce acte qu'il a fait en disant non à la corruption, à ce niveau-là. C'est courageux. Non seulement c'est courageux, c'est patriote. Il a fait montre de patriotisme. Il a fait montre de patriotisme. Maître Jacques Migan, dites-nous, est-ce que vous avez des ambitions politiques pour les législatives prochaines? Je vais vous dire la vérité. Comme je le dis souvent partout où je passe, les gens me croient ou les gens ne me croient pas, je dis que là où je suis, ce qui me préoccupe, c'est le développement et de ma capitale, le développement de ma ville. Et je me bats pour qu'il en soit ainsi. Donc quand j'entends les gens les uns les autres dire « Jacques Migan veut être ministre, Jacques Migan veut être député, Jacques Migan veut être conseiller, Jacques Migan veut aller à la Cour constitutionnelle », je dis mais ils n'ont pas encore compris l'enjeu. Qu'est-ce qui est important aujourd'hui? Qu'est-ce qui est important, c'est le développement. Quelle est la contribution que Jacques Migan peut apporter pour le développement de son pays? Il ne revient pas à mon pays de dire, de faire pour moi, c'est à moi de faire pour mon pays. Vous imaginez depuis 1950 où je suis né, ce que j'ai obtenu de ce pays. Il est grand temps aujourd'hui que je lui apporte, et c'est ce que je suis en train de faire. Aujourd'hui, soit au niveau des avocats, à travers la formation à travers ce centre que je gère, je dirige, je préside, pour que la formation soit une réalité pour tout le monde, soit au niveau de Porte-Nouveau, même sur le plan national, où je me bats pour que la femme qui est dans le besoin, à travers l'Arche, puisse bénéficier de microcrédits, pour que les artisans, pour que ceux qui sont dans le besoin, qu'ils soient artisans, que ce soit nos mamans qui sont dans les marchés, puissent bénéficier d'une pension à la fin de leur vie, quand ils seront à la retraite, qui est prévue par l'Arche. Qu'ils puissent accéder gracieusement aux soins, ce qui va commencer bientôt. Les moyens sont déjà là, au niveau de l'Arche. Donc c'est le combat que je mène. Ce combat n'a pas besoin d'être nécessairement député, d'être aux responsabilités. Partout où je serai, je peux mener ce combat. On n'a pas besoin d'être député, on n'a pas besoin d'être ministre, on n'a pas besoin d'être membre de ceci pour accomplir cette mission. Je me bats déjà pour que cela soit sur le terrain. Et je n'ai pas attendu d'être à un pot de responsabilité, tout simplement parce que mon pays m'en a donné et je voudrais aussi le partager avec le peu que j'ai encore avant de quitter ce monde. Et c'est en cela que je dis ceci, ce combat que nous menons, c'est le combat pour le développement, non seulement de la capitale, mais du Bénin. Et je me réjouis d'avoir enfin quelqu'un que nous attendons depuis 1960. Pourquoi depuis 1960? Puisque nous avions vu successivement les différents chefs de ce pays quand ils arrivent aux responsabilités. J'étais à une émission il y a 2-3 jours, et télé, pour ne pas citer son nom, et on me disait la corruption depuis l'ère du renouveau démocratique. J'ai dit non.
Vous aurez dû commencer depuis 1960 et vous aurez constaté que tous les chefs d'État, c'était des corrompus. Oui, je pèse mes noms. Ce que nous avons aujourd'hui, je m'en réjouis, c'est l'homme qui est là. Vous ne pouvez pas le corrompre. Il n'en a pas besoin. Sa préoccupation au président Talon, c'est le développement du pays. C'est pour ça que nous avions, d'aucuns l'appellent le Messie. Moi, je dirais tout simplement, c'est l'homme qu'il faut qui a la place qu'il faut. Et c'est en cela que j'ai dit de ne pas laisser tomber. En 2021, Monsieur le Président, nous avions encore besoin de vous pour que vous alliez, vous fassiez encore un deuxième mandat. Merci à vous, Maître Jacques Méguin. Vous avez un mot de fin? Je considère que c'est votre mot de fin. Non, mon mot de fin, c'est que ensemble, bâtissons le Bénin. Ensemble, bâtissons le Bénin. N'attendons pas que le Bénin vienne vers nous. C'est à nous d'aller vers le Bénin. C'est à nous de, quel que soit notre niveau. C'est ce que vous êtes en train de faire à travers cette émission. Pourquoi? Parce que ceux qui ont réellement besoin du développement du Bénin aujourd'hui, c'est les jeunes, c'est nos enfants, c'est nos petits-enfants. Et si cela peut se faire à travers le gouvernement que nous avons, je dis bravo. Merci à vous, Maître Jacques Méguin. Je rappelle que vous êtes ancien bâtonnier. Vous êtes le président du Front des Républicains pour le développement de la ville de Porto-Novo. Vous êtes également le directeur du Centre international en Afrique de formation des avocats francophones. Kader Achirou, merci d'avoir conduit l'entretien avec moi. On retiendra donc de cet entretien que Maître Jacques Méguin a indiqué qu'il y a une dynamique qui s'observe du côté de Porto-Novo en ce moment. Et c'est à mettre à l'actif du gouvernement du président Talon. Et par rapport à l'appréciation de Maître Djogbenou, Maître Jacques Méguin a estimé qu'il y a 4 points qui caractérisent l'homme. Il est intellectuellement au point. Vous avez également apprécié, Maître Jacques Méguin, le choix des personnes désignées aussi bien par le Parlement que le gouvernement pour la Cour constitutionnelle. Vous avez indiqué que c'est un choix judicieux par rapport au scandale de la construction du siège de l'Assemblée nationale. Maître Jacques Méguin, vous avez estimé qu'il faut demander des comptes à ceux qui en sont les auteurs. Merci à vous d'être passé sur ce plateau. C'est nous qui vous remercions. Merci donc à tous et à toutes. Bonne fête de Pentecôte aux amis, aux fidèles chrétiens musulmans, aux frères chrétiens, Et donc, bon début de carême également aux frères musulmans. C'est la fin de l'invité. Merci pour l'attention. À dimanche prochain.